Mais écoutez, je vais vous poser un certain nombre de questions, mais avant, je voudrais simplement, compte tenu, enfin, de vous recontextualiser la commission d'enquête. Donc, il s'agit d'une commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. Et une des motivations, évidemment, c'était son aspect sanitaire, même si c'est pas le sujet de la commission. Simplement qu'on soit d'accord. Est-ce que globalement, l'ensemble, est-ce que est-ce que vous contestez ou pas les différentes études scientifiques ont été menées au niveau des conséquences sanitaires de la pollution de l'air et son impact sur la santé. Et bon, je ne vais pas vous décliner l'ensemble des pathologies qui ont été relevées. Il y en a à peu près plus de 100 000 qui ont été faites dans le monde. L'OMS notamment relève que le diesel est cancérigène. Est-ce que ces études, vous les cautionnez ou au contraire vous pensez qu'elles peuvent faire l'objet de discussions? Je ne suis pas médecin et je ne suis probablement pas compétent, mais moi, ce qu'on a souligné au sein de ma profession, et ce que mes collègues et mes différentes compagnies m'ont dit, c'est que certaines études ont été basées sur des véhicules très vieux, c'est-à-dire, comme monsieur le mentionnait, de 10 voire 15 ans au niveau du diesel. Et peut-être qu'effectivement, il y avait des évidences qui ont été mises en place à ce moment-là, parce qu'effectivement, il n'y avait pas de filtre, il n'y avait pas les spécifications qu'il y a maintenant. Maintenant, avec Euro 6, et les constructeurs automobiles insistent lourdement là-dessus, la pollution du diesel n'est pas supérieure à celle de l'essence. Donc il y a une notion qu'on conteste, nous, parce qu'on pense que peut-être on dissocie injustement pollution diesel et pollution essence. Là, les nouvelles normes, qui ont quand même été réfléchies par des gens compétents, ont éliminé l'essentiel des particules. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être une inconnue qui sont les toutes petites particules. Et là, peut-être il y a quelque chose, il y a un impact, mais là, je n'ai pas vu d'études économiques. Mais je voudrais juste attirer l'attention, sans vouloir être défensif du tout, de la Commission sur de quand datent ces études. Ce n'est pas des études récentes qui correspondent aux normes actuelles des véhicules modernes et des filtres à particules que tous les constructeurs ont mis en place depuis fin 2014. Voilà. Je n'ai pas de remarque particulière sur la méthodologie, hein. Mais même que je suis comme M. Dussault, je ne suis pas compétent en matière de toxicité. Mais on a entendu parler des études comme celles que vous avez citées de l'OMS sur le caractère cancérigène des moteurs diesel, mais ces études-là ont été faites sur des moteurs non dépollués. Donc, à la sortie du moteur, aujourd'hui, il n'y a pas de moteur non dépollué sur la route, hein. Même ceux d'il y a 20 ans avaient déjà des systèmes de dépollution, même s'ils n'étaient pas extraordinaires à l'époque. Parler des études qui ont été faites, des études épidémiologiques qui ont été faites. Toutes les études, ouais, globalement, qui ont fait d'ailleurs l'objet de la première phase, si je puis dire, de notre commission d'enquête. Nous avons auditionné un certain nombre d'acteurs majeurs sur ces questions, qui établissent, et honnêtement, à titre personnel, en tout cas, je pense que leur probité intellectuelle et leur analyse ne doit pas pouvoir faire objet de discussion, mais c'est intéressant d'avoir la manière dont les industries pétrolières, d'une manière générale, appréhendent ces études, justement. Alors, pour ce qui est globalement du groupe sur le sujet, on n'a pas de compétences particulières. Non, mais au-delà de fait, est-ce que vous contestez leur véracité? Ce qui nous limite, en gros, ce qui conduit notre activité, au bout du compte, c'est les seuils réglementaires qui sont établis à la base, théoriquement, sur des études de risque sanitaire, tout à fait à la base, hein, quand on fait des études, enfin quand on fixe des seuils réglementaires sur les émissions, à la base, c'est des études de risque sanitaire avec des analyses de risque et on coupe avec un excès de risque individuel pour la santé qui est généralement à 10-5, 10-6. C'est pas nous qui fixons les seuils, mais on connaît cette méthodologie-là et de fait, de toute façon, on n'a même pas à la discuter. C'est une méthodologie on va dire internationale, elle est retenue au moins au niveau de l'Europe, des États-Unis, des grands pays OCDE, et puis voilà, c'est tout. Je vous remercie. Simplement pour remettre en perspective un certain nombre de comment dire, de l'ensemble des auditions qu'on a pu faire, une petite donnée pour mettre un bémol à ce que j'ai pu entendre, c'est que déjà en ce qui concerne les études qui ont été faites et sur lesquelles nous appuyons,
déjà on ne relève pas l'ensemble des polluants, puisqu'il y en a à peu près 1000 ou 1400 dans l'air, et que les études dont je parle, en tout cas, se focalisent simplement sur 6 polluants. 6 polluants et qui ont déjà un impact sanitaire. Pour revenir sur le sujet des soi-disant filtres propres, on a eu un exposé assez comment dire, assez étonnant ce matin sur la propreté comment dire, des filtres à particules, hein, compte tenu du fait que, par exemple, l'IASA le conteste, et il y a apparemment une décision de la Commission européenne, là, sous peu justement, qui conteste la validité de la manière dont les tests sont faits par rapport aux filtres à particules. Mais c'est pas précisément mon sujet, puisque vous n'êtes pas des constructeurs automobiles, mais vous travaillez dans l'industrie pétrolière et précisément sur le diesel. Donc revenons à votre cœur de métier, si je puis dire. Est-ce que vous avez fait des analyses et vous avez fait des évaluations sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, et particulièrement de diesel? Pas à ma connaissance. Encore une fois, notre métier, c'est de nous ajuster sur les spécifications qui sont fixées par les pouvoirs publics et de répondre aux besoins de consommation des Français. Et je pense, j'ai essayé de souligner en introduction, je pense qu'on ne peut pas négliger tout l'apport du pétrole, même si c'est peut-être moins reconnu maintenant, où on veut tout décarboner. Finalement, si on regarde quand même le progrès économique, les services rendus, l'amélioration du niveau de vie depuis l'après-guerre, c'est tellement considérable qu'on ne peut pas totalement négliger. Alors maintenant, comme la connaissance scientifique s'améliore, il est juste et normal de moins émettre de particules, de mieux protéger les gens. Mais, sauf à vouloir reprendre les vélos, je pense que le problème fondamental, c'est qu'est-ce que veulent les citoyens et qu'est-ce que veulent les gens. Je pense que la contribution des carburants, aussi bien dans le domaine de la chimie, du transport, de l'agriculture, est considérable. Donc, ce n'est pas à nous de décider. Nous, c'est à nous, notre métier, notre obligation, c'est de nous adapter aux normes que nous fixent les pouvoirs publics. Pour rebondir sur votre exposé un peu caricatural, si je puis permettre, l'idée, c'est pas de revenir tous au vélo, quoique pourquoi pas, ça pourrait être une solution dans un certain nombre d'endroits. Encore une fois, je réexplique le contexte de cette commission d'enquête et notamment l'objectif, c'est aussi de trouver des solutions. Et j'entends parfaitement votre rhétorique extrêmement bien élaborée. Et simplement, pour tout à l'heure, vous avez précisé que compte tenu des spécifications qui deviennent de plus en plus compliquées, que la norme est une contrainte pour vous en termes de compétitivité, fait qu'en fait, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez interrogé Bercy sur cette question en informant que les normes peuvent être extrêmement contraignantes. Et donc, alors, c'est un discours que j'entends de manière assez récurrente de tout ce qui concerne le lobby industriel dans notre pays. C'est-à-dire de prendre en otage l'emploi et surtout les variables que sont d'ajustement malheureusement dans notre système économique, à savoir la santé et l'environnement. Et que ce que vous dites, si c'est pertinent en termes d'un point de vue business plan pour les groupes que vous représentez, si on raisonne d'un point de vue macroéconomique, la pollution qui émane de vos industries a un coût pour la société globalement. Et donc vous ne pouvez pas simplement dire qu'en fait vous avez 200 ou 300 000 emplois et prendre en otage, si je puis dire, la société, sachant qu'encore une fois, le rapport et la commission que nous voulons mener, c'est d'être objectif sur son aspect sanitaire, qu'on soit d'accord, sur ses conséquences et l'aberration qu'est la pollution de l'air d'un point de vue sanitaire, son aberration économique et environnementale, et que collectivement, on trouve des solutions. Or, votre discours contribue, si je puis me permettre, encore une fois, au ronronnement actuel d'un schéma économique qui appartient au XXe siècle. Aujourd'hui, on doit réfléchir collectivement à une transition énergétique. Et quand vous dites qu'en fait, vous vous conformez aux normes qui viennent des pouvoirs publics, vous êtes aussi une force de proposition et de lobby qui existe et qui a une capacité d'influence extrêmement importante auprès de ces mêmes pouvoirs publics. Non, bien sûr, mais si vous me permettez quand même, moi j'ai des petits-enfants, j'ai des enfants, je suis vachement préoccupé par le futur, leur vie. Bien sûr, on est tous écologiques à la base, il faut prendre des mesures, il y a des choses à faire. Mais si vous voulez, si les normes
qui sont fixées par les décideurs étaient des normes mondiales, il n'y aurait aucun problème. Tout le monde serait adapté et mis au même niveau en matière industrielle. Donc la compétition serait fair, comme ils disent en anglais. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que je vous ai parlé des raffineries américaines, je vous ai parlé des raffineries saoudiennes, j'aurais dû vous parler des raffineries indiennes. Parce que le groupe Reliance a des grosses raffineries, 1 million de barils de jour, énorme, nouvelle technologie. Au départ, elles étaient faites pour satisfaire le marché indien, mais ils n'arrivent pas à construire des routes. Pour le moment, ce qui concerne, excusez-moi de vous interrompre, ce qui m'intéresse, c'est la position pour la France et notre population. Oui, mais, on n'a pas de capacité d'influence sur l'Inde. Non, mais si le schéma que vous proposez, c'est de s'aligner sur les industries polluantes simplement pour des questions, c'est ce que vous êtes un peu en train de dire. Non, simplement pour des schémas de... Si vous êtes un industriel, vous avez des jobs, vous avez des usines à faire tourner, vous avez des clients à satisfaire, vous êtes dans une compétition internationale. Si vous ne jouez plus dans une compétition internationale et si on impose à l'industriel des normes qui sont spécifiques et qui sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus dures, et c'est le cas qu'en Amérique, en Arabie Saoudite ou en Inde, forcément, vous allez accélérer la fermeture des usines. Ça peut être un choix politique. Pourquoi pas? Mais ceci dit, ça a des tas de conséquences. Parce que ça veut dire que la France Est-ce que vous ne pensez pas que justement il est temps de penser à une éventuelle transition énergétique ? Non, mais alors à ce moment-là, je pense que c'est tout l'objectif actuel de la COP21, parce que nous-mêmes, tous nos grands groupes réfléchissent à des sources alternatives. Elles disent toutes, il faut toutes les énergies, il faut diversifier, il faut aller vers nos renouvelables, il faut de la nouvelle technologie. On va chercher des algues, par exemple. Moi, mon groupe américain, j'ai travaillé pendant 40 ans dans le groupe américain, on fait des recherches pour générer des carburants à partir d'algues. Il y a tout le discours actuel qui dit le problème majeur de la pollution énergétique, c'est le charbon. Et certains groupes pétroliers, on sent encore ou ont été largement dans le charbon. Là, on est clair que le charbon, c'est un vrai problème. Ceci dit, les Allemands, à côté de chez nous, ferment les centrales nucléaires et vont faire 10 centrales au charbon et vont augmenter leur rejet de CO2. Vous n'avez pas répondu à ma question précise qui était est-ce que vous avez évalué le coût de la pollution? Non, voilà, non parce que c'est pas dans notre job, quoi. Si, un peu en même temps quand même. Je crois pas. Si, en même temps, ça fait partie, vous êtes dans l'innovation, dans les prospectives, vous voulez influencer la société dans un choix qui entraîne la société dans sa globalité. Donc il me semble, en plus, vu les chiffres d'affaires que vous avez, je pense que vous pouvez orienter quelques montants pour de la recherche, sachant que vous contribuez à la pollution de l'air. Mais c'était une remarque, mais vous avez le droit de ne pas le faire, mais c'est pas grave. Oui, c'est acté, mais... Juste un dernier mot. Madame, vous ne pouvez pas négliger complètement les services rendus par le pétrole et la chimie au monde. C'est votre analyse. Vous ne pouvez pas ignorer ça. Ça, c'est votre analyse. Oui, tout le monde ne la partage pas forcément. C'est votre analyse. Peut-être, mais elle est là. C'est votre analyse. Alors, en fait, je voudrais juste nuancer ce que j'ai dit tout à l'heure concernant l'évaluation des coûts. On fait beaucoup d'analyses de cycle de vie, et donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'ACV. En fait, il y a, en gros, au terme de l'ACV, on mesure, on évalue 2 types d'impacts. Les impacts sur la santé, les impacts environnementaux sur la santé, et les impacts sur les écosystèmes. Et donc, on est en train de faire une revue critique qu'on a fait réaliser par Polytechnique Montréal. Il y a un centre de recherche spécialisé dans l'ACV à Montréal et qui met en évidence, donc j'ai parlé du gaz tout à l'heure, le gaz avait un impact sur la santé 2 fois moindre que le charbon, et ça c'est pour la production électrique, hein. On est bien d'accord dans le cas de la production électrique, parce qu'il faut tout ramener au même périmètre, quoi. C'est toujours ça un petit peu le problème. Et on a évalué également dans ce cadre-là l'échelle gaz, le LNG et également les hydrocarbures liquides, donc le fuel. Alors, très en gros, le résultat par rapport à la santé, c'est le gaz qui soit gaz naturel, pipe, gaz, shell gaz en Europe ou LNG, enfin gaz naturel liquéfié. Les impacts sont à peu près les mêmes, la moitié du charbon, on l'a dit, et ils sont supérieurs d'environ 20% pour ce qui concerne le fuel. Voilà, donc ça c'est des... Alors on ne va pas au-delà, on n'interprète pas au-delà, il y a une méthodologie qui est l'analyse de cycle de vie, une méthodologie internationale, on ne va pas au-delà. On ne surinterprète pas, ce n'est pas notre métier. Est-ce que vous avez mesuré
la capacité des industries, les industries pétrolières d'une manière générale, combien vous investissez à peu près sur les énergies renouvelables? C'est pas un chiffre que j'ai par cœur pour l'instant, mais je sais que j'ai un gros adhérent à l'UFIP que vous connaissez très bien, qui est une grande maison française, qui a la deuxième société en matière de panneaux solaires, hein, Sun Power. Et je crois que le président de la société a répété constamment ces dernières semaines que c'était quelque chose d'important pour lui de se développer. Je sais que mon ancien groupe ExxonMobil, encore une fois, a dépensé l'ordre de grandeur, c'était 400 millions de dollars dans le domaine des algues. Mais c'est comme c'est des modifications génétiques qui sont extrêmement complexes, les résultats sont un peu moins rapides. Mais vous savez, je crois que les pétroliers... Il ne faut pas se méprendre, je crois qu'on est conscient, il faut consommer moins, mieux, c'est ce qu'on fait, il faut protéger l'environnement, ça c'est absolument clair. Il faut aller dans le renouvelable, il faut aller investir, mais il y a aussi des problèmes de rentabilité, puis il y a un problème de vitesse. Hein. La technologie moderne ne permet pas de stocker l'électricité, par exemple. Donc je crois, j'en suis convaincu qu'il faut tout développer, mais il ne faut surtout pas opposer les énergies entre elles. Et puis, je pense que nous, notre boulot, c'est quand même d'apporter, de satisfaire les besoins de la population. Et ça vient d'être mentionné, ce n'est pas tout à fait le pétrole, mais c'est très lié, c'est tout ce qui est gaz. Parce que si vous prenez les experts, le gaz la consommation de gaz de la planète va augmenter de 65% pour satisfaire les besoins en électricité de 2 milliards de personnes. Parce que le problème, finalement, c'est la démographie sur la planète. Enfin, je ne veux pas faire de politique, mais toujours est-il que, pour une réponse précise à votre question, oui, toutes les sociétés pétrolières, y compris nos adhérents, vont essayer de se diversifier dans les renouvelables, oui. Je vois le grand intérêt que vous portez au sujet des renouvelables, puisque vous avez été capable de me donner un montant, des chiffres extrêmement précis, des nombres extrêmement précis, 200 000 emplois, 300 000 emplois, 32 milliards d'euros, 8 milliards d'euros reversés à la TVA. Au moment où je vous pose la question de savoir combien vos entreprises flèchent pour les énergies renouvelables, ce que je constate, c'est que vous n'êtes pas capable de dire combien. Parce que ce n'est pas notre cœur de métier, madame. Notre cœur de métier, on a déjà beaucoup de difficultés avec un raffinage ultra concurrencé où on a perdu beaucoup d'argent ces 5 dernières années. On essaie de faire survivre nos raffineries. Et vous avez bien noté quand même qu'il y a 4 raffineries qui viennent de fermer en France. Alors, si je cite que l'exemple de Total, les 4,2 milliards d'euros 2014, sans avoir payé vraiment beaucoup d'impôts. On va vous répondre. On ne va pas considérer que vous faites partie quand même des industries les plus malmenées en France. Enfin, faut quand même qu'on soit clair, qu'on ait quand même des discours qui soient cohérents et importants pour qu'on arrête de faire dans la caricature. Ça devient un peu compliqué. On n'est pas du tout... En fait, parce qu'on nous explique qu'il y a un phénomène concurrentiel et que vraisemblablement, comme vous êtes malmené d'un point de vue international, c'est difficile de faire des recherches en énergie renouvelable, alors même que nous sommes sur un sujet fondamental et structurant. Donc je vous rappelle simplement à titre d'exemple que Total fait quand même partie des entreprises françaises les plus performantes, qui ont des bénéfices extrêmement importants et qui en plus bénéficient d'une architecture, mais ce n'est pas le sujet, et quoique... une architecture juridique et fiscale qui fait que pendant quelques années, vous n'avez pas payé d'impôts. Voilà. Donc ça, ce serait... D'ailleurs, on va très certainement l'acter sur le manque à gagner sur le coût économique et la pollution de l'air. Parce que non seulement vous polluez, et en plus, vous ne payez pas d'impôts. Non, mais excusez-nous, c'était l'UFIP qui répondait pour ce qui est de Total, donc, très clairement. L'année dernière, donc, on a une filiale c'est une filiale du groupe qui s'appelle Sun Power, donc qui se développe avec un taux de croissance de l'ordre de 15%. Je n'entends pas très bien, monsieur. Pardon, qui se développe avec un taux de croissance de l'ordre de 15% par an, qui a eu des difficultés pour le lancement, mais aujourd'hui, c'est une société qui marche bien. Il y a des centrales qui sont, notamment une grosse centrale qui est en train d'être installée au Chili, dont au bout du compte, la rentabilité va s'avérer correcte sans subvention, ce qui est quand même très nouveau, hein, d'avoir du solaire qui fonctionne. Alors, la localisation dépend. Et grosso modo, donc, l'année dernière, Sun Power a produit 1,3 gigawatts
des panneaux produisant 1,3 gigawatts, ce qui fait une petite tranche nucléaire, quoi, quand même. Et donc, vous rajoutez ça avec 15% de taux de croissance, vous voyez à peu près, où ça va, ça se développe, ça croît, c'est quelque chose qui croît. Ça, c'est pour le solaire. Et d'autre part, nous avons aussi une activité donc biomasse qui se développe avec un partenariat avec une société qui s'appelle Amiris, qui est basée aux États-Unis. Et donc, alors, on est en train de se développer progressivement. C'est un peu plus difficile parce qu'il faut investir beaucoup dans la recherche. Mais c'est une société dans laquelle on croit beaucoup. Voilà. Combien de pourcentage de votre chiffre d'affaires? Vous parlez de Amiris ou de... Non, sur l'ensemble des énergies renouvelables non polluantes. Alors, on ne peut pas parler... Je ne sais pas que je veuille éluder la question. On ne peut pas parler de chiffre d'affaires parce que vous imaginez bien que le pétrole, avec les cours du pétrole, on ne peut pas parler de chiffre d'affaires. On peut parler de part plutôt dans le mix énergétique et dans les évolutions des mix énergétiques. Donc, on a parlé... Non, mais quand vous faites un bilan comptable comme toutes les entreprises, j'imagine, vous avez un chiffre d'affaires que vous mettez à la fin de l'alias fiscale, pour la faire très caricaturelle. Donc, vous avez un chiffre d'affaires sur lequel, normalement, on calcule un impôt. Donc, vous avez quand même une idée de votre chiffre d'affaires et grosso modo, combien vous fléchez sur ce chiffre d'affaires, en gros, en pourcentage sur les énergies renouvelables. Parce que là, ce que je suis en train de constater au terme de cette commission, enfin de cet entretien que nous avons depuis tout à l'heure, c'est que, à grande stupéfaction, c'est que les industries pétrolières, de ce que vous êtes en train de me dire, ne sont pas très intéressées par les énergies renouvelables et n'envisagent pas nécessairement, enfin, puisque c'est pas votre cœur de métier. Dixit Monsieur Dusseux, comme c'est pas votre cœur de métier, vous n'investissez pas dans les énergies renouvelables. Et là, je trouve ça extrêmement, pas du tout, extrêmement compliqué. Pour ce qui est de Total, c'est absolument pas vrai. On fait tout. C'est pas que de la communication. C'est nos axes de développement. Ils sont doubles. Mais vous répondez pas à ma question. Combien ça représente combien pour le chiffre d'affaires de Total, en pourcentage, les énergies renouvelables? Je ne le sais pas, mais il suffit d'aller consulter le document de référence de Total. Qui est non, vous venez à une audition, monsieur. Oui, vous veniez, monsieur Cazalet, à une audition sur le coût économique de la pollution de l'air, sur son coût économique et financier. Vous vous doutez bien qu'on va vous poser ce type de questions et vous me renvoyez à aller regarder un document. Donc, ce qui ressort clairement, c'est que ce n'est pas un sujet pour vous. Les énergies renouvelables, ce n'est pas un sujet important puisque aucun d'entre vous êtes capable de me dire le pourcentage. On n'a eu aucune information sur ce qu'on devait préparer, sur les questions qu'on allait nous poser. Donc, je découvre. Non, vous arrivez, vous êtes des spécialistes de votre domaine puisqu'on vous éditionne en S-qualité, en tant qu'industrie pétrolière. Vous êtes un des représentants de Total. Donc, ce n'est pas des questions totalement surréalistes que je suis en train de vous poser comme question, puisque d'abord, vous commencez tous par nous donner votre chiffre d'affaires, donc pour nous montrer l'importance, et c'est comme ça qu'est structuré notre lobby. Vous nous donnez le chiffre d'affaires, le nombre d'emplois, combien d'impôts éventuellement ou pas vous payez pour montrer la contribution que vous faites à l'État. Et quand même, c'est aussi une forme de chantage, si je puis dire, pour justement remettre en perspective que dès lors qu'on veut imaginer une autre manière de réfléchir et voir d'autres pans de réflexion, et notamment en termes d'énergie renouvelable, pour montrer le poids industriel que vous êtes. Et je vous pose une question très simple. Quel est le coût? Combien vous fléchez en recherche? D'autres entreprises ont été capables de nous répondre à cette question. Je ne comprends pas que vous ne soyez pas en mesure de répondre. Le chiffre d'affaires à peu près, combien vous fléchez en énergie renouvelable? La question ne me semble pas délirante, et ce d'autant qu'en plus on est dans la COP 21 et que nous sommes au XXIe siècle censé porter une économie en voie de développement durable. Enfin, ce que j'entends, ce n'est pas du tout l'impression qui ressort des échanges que nous avons depuis tout à l'heure. Et je suis stupéfaite, vraiment stupéfaite. Moi, si vous me permettez un mot, je ne veux pas du tout être agressif, mais je ne savais pas qu'on venait à un témoignage à charge. Nous, on est des professionnels du pétrole, Union française des industries du pétrole. Notre domaine, c'est le pétrole, c'est les émissions liées à nos raffineries, à nos installations industrielles. Et d'autre part, on essayait, ce n'était pas tout à fait notre domaine, mais d'aborder aussi l'impact de ce qu'on vend sur les émissions.
Mais ça n'a rien à voir avec les renouvelables et avec la COP21 Non, non, ou mais quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. C'est pas le sujet. Ah non, non, mais je comprends tout à fait que ça n'a rien à voir avec les énergies renouvelables et c'est bien le problème. Donc, c'est pas du tout des questions à charge, monsieur. Simplement de remettre en perspective, absolument pas. Quand vous dites, Si vous permettez, je vous donne la parole et vous ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. Vous êtes extrêmement désobligeant. Vous attendez qu'on vous donne la parole pour répondre. Ça, c'est la première chose. La première remarque, c'est que quand vous dites, et c'était dans votre exposé que vous expliquez qu'en fait, si vous avez un focus vers les énergies renouvelables, et que quand je vous pose la question, c'est pas à charge, je vous pose une question, est-ce que vous pouvez répondre ou pas? Vous pouvez pas répondre. Je constate que vous ne pouvez pas répondre. Après que de considérer que pour vous, les énergies renouvelables, c'est pas quelque chose de structurant et que c'est pas un sujet sur lequel vous avez une appétence particulière, dont acte, on le notera, c'est le but justement de la commission d'enquête. Ce que j'observe aussi, c'est que vous faites partie du problème de la pollution de l'air aussi. Vous pouvez peut-être aussi faire partie des solutions. Ce que je constate, c'est que quand on vous pose aussi la question de savoir si vous avez ou pas évalué le coût économique et financier de la pollution de l'air, non. Dans le même temps, vous expliquez qu'il y a un certain nombre d'emplois, que vous devez essayer de satisfaire les besoins. En tout cas, ce que j'observe, c'est que le coût économique et financier de la pollution de l'air est réel, qu'il y a un coût certain, puisque nous avons déjà quelques montants sur ce coût économique, que le pétrole et le diesel particulièrement font partie de cette pollution et que vous ne faites pas d'études particulières. C'est l'autre sujet. Donc j'acterai simplement que les représentants que vous êtes ne sont pas en capacité de répondre à ces deux questions qui me semblaient pourtant assez coulées de sens compte tenu et du sujet et de compétences que vous avez. Je continuerai donc sur d'autres questions. Je voudrais savoir comment vous fonctionnez. Alors, premièrement, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, où normalement l'ensemble des entreprises étaient susceptibles de travailler avec la société civile et particulièrement avec des ONG et des associations environnementales. Est-ce que vous avez des cercles ou des endroits éventuellement où vous échangez avec les associations ou les experts qui justement militent en faveur d'une réduction de la pollution, puisque vous faites partie, que vous le vouliez ou non, du problème de la pollution de l'air? La réponse est que nos établissements industriels sont en liaison permanente avec l'ADEME, les représentants de l'État, parce que nos émissions sont surveillées, notre mode de fonctionnement, nos inspections métal. Donc nous sommes en liaison permanente avec l'administration sur ces sujets-là. Et quand on a un souci ou un incident ou un dépassement de spécifications, immédiatement on prévient l'administration. D'autre part, notre organisme clé en matière d'émissions, il est très important pour nous, c'est le CITEPA, on l'a expliqué. Et pour nous, c'est l'organisme qui fait foi, qui est la référence. Est-ce que vous faites partie du conseil d'administration du CITEPA? Moi, non. Non, pas vous, mais l'association. Je ne vous parle pas à vous titre personnel, mais... Je pense qu'on contribue au financement du CITEPA. Est-ce que Total fait partie du CITEPA? Merci pour votre réponse claire. Et vous ne savez pas? Non, je ne savais pas ça. Non. Non, vous ne regardez pas, d'accord. Bon. Vous référez au CITEPA et vous ne savez pas qu'il fait partie du conseil d'administration. Bon, acte. Deuxième question, est-ce que vous avez pu, alors là quand même, je crois que ça doit faire partie de vos compétences, est-ce que vous avez des éléments sur la pollution de l'air de vos raffineries? Vous les évaluez? Bien sûr, il y a des rapports annuels, c'est surveillé de très près. Bien sûr, ça fait l'objet de publications officielles, c'est revu avec les inspections locales, bien sûr. Quel est le coût? Le coût de ces rapports? Je ne comprends pas votre question, excusez-moi. Quel est le coût de cette pollution? Vous dites que vous avez évalué, il y a beaucoup de rapports. En plus, vous dites ça d'une manière assez convenue, voire même désobligeante. Vous expliquez que vous avez fait beaucoup de rapports, il y a beaucoup d'analyses, je vous pose la question et vous me dites que vous ne savez pas. Bon, c'est pas grave. Je vous ai expliqué, parce que je ne sais pas qui est désobligeant dans l'affaire, je pense que vous l'êtes largement à mon égard. Je vous ai essayé de vous expliquer. On tourne autour du pot, mais on n'arrive pas à une conclusion claire. Est-ce que vous avez des éléments sur la pollution de l'air? Nous ne sommes pas là, c'est pas notre métier. Nous avons déjà beaucoup de mal à faire tourner nos raffineries. Nous enfermons pas mal. Nous sommes préoccupés par le futur des emplois. On peut pas. Non, c'est pas notre sujet, madame.
C'est pas votre sujet. Vous considérez que vous êtes en dehors de la société. L'impact sur la pollution de l'air, c'est pas votre sujet. Notre contribution Je vous rappelle simplement quelques chiffres, accessoirement de l'OCDE, par exemple, sur la pollution de l'air automobile, à peu près à 1500 milliards d'euros, simplement sur l'OCDE, juste pour remettre en perspective. Vous êtes une industrie, vous représentez une industrie qui est polluante. Voilà. Je vous pose des questions qui sont relativement simples, il me semble. Je vous pose la question de savoir si vous disposez d'éléments sur la pollution de l'air de vos raffineries. Vous me dites que oui, qu'il y a une foultitude de documents qui ont été écrits sur la question. Je vous demande précisément, vous me dites que vous savez. Madame, J'acte, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. J'acte, vous ne savez pas. Encore une fois, laissez-moi vous dire que notre métier, industrie du pétrole, c'est répondre aux besoins des consommateurs. Si vous voulez, les consommateurs laissent leur voiture au garage, que les avions restent à Orly et à Charles de Gaulle, que les bateaux restent dans les ports, franchement, c'est pas le problème de notre industrie. Nous, on est là vraiment pour s'adapter aux besoins des clients et satisfaire l'administration. Vous ne faites pas que vous adapter aux besoins des clients. Vous influencez sur les choix justement de la société. Encore, c'est une accusation fortuite. Je crois que c'est pas vrai, madame. Deuxième question. Est-ce que vous êtes capable de raffiner encore plus les carburants que vous produisez? Oui, je vous en prie. Enfin, en tout cas, pour ce qui est de Total, donc on a une assez bonne idée de combien on paye pour la pollution. C'était ça votre question, hein, combien, pour la pollution de l'air, pour la pollution atmosphérique. Oui. C'est un peu plus de 5 600 000 euros par an. Merci, c'est pas compliqué. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont capables de le dire. 5 millions 600 000 euros à peu près. Enfin, sur la totalité? Sur l'ensemble des activités polluantes liées aux pollutions atmosphériques. D'accord. Je vous remercie. Enfin, de la TGAP, quoi. Hein. Enfin, oui. Voilà. Est-ce que, pour le coup, sur ma dernière question, est-ce que vous êtes en capacité de raffiner encore plus les produits que vous produisez? Je pense que c'est plutôt l'UFIP qui peut parler parce que je crois que dans le papier que nous avions préparé, nous avions une phrase qui disait « Il nous semble que techniquement parlant, nous sommes arrivés aux limites du raffinage ». C'est-à-dire, le raffinage, c'est transformer du pétrole brut, voire du fuel, des produits lourds qui jusqu'à maintenant étaient brûlés, dans des produits plus nobles, qui sont de l'essence, du carburant aviation et des gaz ou des alimentations chimiques. On arrive au bout et aux limites de ce qui est fait techniquement parlant avec la technologie du moment. Ceci dit, donc, comme on a des ingénieurs, des chercheurs, les catalyseurs, les procédés évoluent en permanence, mais il ne faut pas s'attendre à une révolution. Je pense qu'on a la problématique qui est peut-être la vôtre, c'est éliminant au maximum les produits lourds qui sont sans doute polluants pour arriver à des produits plus nobles, plus légers et de l'alimentation chimie. Voilà, je crois qu'on a fait des progrès considérables où, au jour d'aujourd'hui, la plupart de nos raffineries ne fabriquent plus de fioul lourd. Je voulais simplement vous poser encore une question. J'ai encore quelques questions. Depuis 1983, on sait que le diesel est nocif pour la santé. Depuis quelques années, en 99 de mémoire, 98, l'ADEME, que vous avez cité, avait notamment relayé une étude de Lancet qui établissait que la pollution de l'air était nocive pour la santé, avec un fléchage tout particulier sur le diesel. Nous savons que le diesel est cancérigène. Comment expliquez-vous que les industries pétrolières dans lesquelles vous êtes, et je ne vais pas reparler de l'industrie automobile puisque c'était le sujet de ce matin, que ces industries ont continué dans la dynamique du diesel et qui représentent en plus accessoirement 7 milliards d'exonération fiscale pour notre État? Je vais répondre, c'est une longue histoire. C'est une histoire un peu européenne, ça, le diesel. Si on recule, dans les années 80, le diesel, c'était une toute petite part des marchés. Il n'y avait pas de gros avantages fiscaux, mais ce n'est pas l'avantage fiscal qui a tout déclenché. Bien qu'il ait beaucoup contribué à ça. Alors, de temps en temps, on rediscute des avantages fiscaux, pourquoi le diesel en a, et pourquoi, par exemple, il
il y a une discrimination négative sur les véhicules professionnels à essence, par exemple, qui n'ont pas le droit de récupérer la TVA. Enfin, il y a plein d'éléments qui ont fait favoriser le diesel. Nous, on interprète ça comme ça. L'Europe avait un atout technologique, les constructeurs européens, et c'était le diesel. Donc, c'est un moyen de se protéger des Japonais. C'est comme ça que je l'interprète. Et tant qu'on tient la maison diesel en Europe, on tient un marché à la maison, et tout va bien pour les constructeurs européens. Bon, la planète a changé depuis. Hein. Le premier marché mondial, c'est le marché de l'essence. Et le premier marché d'essence, c'est la Chine presque, bientôt. Hein. C'est les États-Unis encore, mais bientôt, les Chinois, ils vont avoir leur mot à dire. Alors pourquoi autant de diesel? Parce que l'industrie automobile a réussi à bien vendre son avantage vis-à-vis des autres. Et puis, on lui a toujours fait... quand vous regardez l'évolution des normes européennes, il y a toujours eu une place pour le diesel. C'est tout le contraire des États-Unis. Je vais être plus précis que ça. Quand vous avez des normes d'émission des voitures aux États-Unis, il y en a une seule. Que vous veniez avec un moteur à gaz, un moteur à éthanol, un moteur à tout ce que vous voulez, c'est la norme. Quand vous venez en Europe, il y a une norme essence et une norme diesel. Et pourquoi on a autorisé la norme? Pourquoi on a donné un plus au diesel? À cause de l'histoire de la consommation et donc du CO2. Si les émissions de diesel sont relativement faibles aujourd'hui, c'est parce qu'on a laissé pendant longtemps aux moteurs diesel le droit d'émettre 3 fois plus de NOx que les moteurs à essence. C'est tout, ça vient de leur mode de combustion. Si on les laisse faire des NOx, alors on peut les rendre économes. C'est comme ça que ça marche. Et donc ça a tenu tant que les normes n'ont pas obligé les constructeurs à devoir traiter les NOx. Maintenant, c'est un peu plus difficile, il faut traiter les NOx. Hein, et on voit que maintenant, on n'arrive plus à avoir un avantage sur les petits moteurs diesel et ils ont disparu. Les tout petits moteurs diesel ont disparu. Et on va voir jusqu'où ça s'arrête. Et vous allez voir que l'électrification des voitures, eh bien, elle va encore mettre de côté le moteur diesel, parce que le moteur le plus simple à électrifier, c'est le moteur à essence. Et c'est trop coûteux d'électrifier un diesel. Ça donne très peu d'avantages par rapport au coût. Et donc, déjà, le marché français, si vous regardez, il s'est dédialisé un peu. Mais il a vécu sur des normes qui lui ont permis de vivre et sur des avantages fiscaux que nous, on a listés régulièrement pour essayer de comprendre pourquoi ils perduraient. Ajouter un commentaire, c'est que depuis longtemps, nos raffineries, elles ont été designées dans les années 60 pour fabriquer de l'essence, pour les raisons que monsieur expliquait. Et progressivement, on est passé à une consommation sur le territoire national de 75% de gazoil et beaucoup moins d'essence. Donc on est devenu exportateur d'essence. Et jusqu'à maintenant, on arrivait encore à exporter l'essence sur les États-Unis. Avec les gaz de schiste et l'explosion de la pétrochimie, on n'arrive plus à exporter l'essence. Donc nous, industrie du pétrole, depuis très longtemps, nous demandons au pouvoir public un rééquilibrage de la fiscalité essence, gazoil, non pas sur des questions d'émissions, mais sur des questions de survie de l'outil de raffinage. Je voudrais quand même juste donner un point en matière d'émissions. C'est que une voiture à gazoil... Excusez-moi de vous interrompre, si je comprends bien vos propos, vous voudriez une fiscalité similaire à l'essence et au voilà. diesel. Pour stimuler la consommation d'essence, il semblerait là, que depuis le début de l'année, on observe un changement, parce que les consommateurs vont beaucoup plus vers les véhicules à essence, de bas de gamme d'ailleurs. Pourquoi? C'est parce qu'il faut installer sur les véhicules maintenant, depuis la norme Euro 6, des filtres à particules qui sont onéreux, et ce n'est pas possible sur un véhicule diesel, sur de bas de gamme. Donc on n'installe plus de filtres à particules, les constructeurs mobiles ne proposent même plus de véhicules diesel. Donc on va vers un rééquilibrage progressif, mais un parc automobile, ça dure 14 ans. Donc on va vivre encore pendant assez longtemps avec des véhicules, une majorité de véhicules diesel. Mais on se dirige naturellement vers plus de véhicules à essence, des petits moteurs qui vont consommer 3 à 4 litres au 100, pas plus. L'objectif étant même d'essayer d'aller à 2 litres au 100 d'essence. Hein, pas de puissance, mais des poids très, très, très légers. Je pense qu'on va vers ça. Et puis, ce vers quoi on va aussi, c'est vraiment un développement des véhicules hybrides. Parce que l'avenir, on pense que dans 20 ans, un véhicule sur 2 sera un véhicule hybride. Pour l'instant, c'est encore très cher. Le supplément pour un hybride, c'est 4 000 €. Donc ça passe peut-être pour quelqu'un qui peut s'acheter une grosse Mercedes, mais sur un petit véhicule, ça passe pas. Mais la technologie va s'améliorer et je pense qu'on va vers des véhicules hybrides rechargeables. C'est-à-dire si vous déplacez en ville,
vous utilisez uniquement la batterie, vous rechargez le soir chez vous, et puis voilà, c'est très bien. Puis si vous allez en vacances avec vos enfants à la montagne ou à la mer, et à ce moment-là, vous allez utiliser le moteur thermique. Je pense vraiment on va vers ça, et je crois que tous les experts vont dans ce sens-là. Et juste un mot, c'est que, et c'est l'objet de la discussion actuelle de toute la transition énergétique, on discute avec les ministères, le MEDEF, enfin tous les constructeurs automobiles, et on est tous à peu près d'accord, cet ensemble de choses, la réduction de consommation d'essence, les plus petits moteurs, plus les véhicules hybrides, on va vers une réduction assez importante de la consommation de carburant. Je vous l'ai dit, entre 20, peut-être 30%. Et ça, je pense que c'est irréversible. Donc ça ira aussi vraiment sur le plan, dans le sens des émissions. On continue à satisfaire le besoin des consommateurs. On protège l'environnement, on consomme moins, on consomme mieux. Donc vraiment, c'est des mesures qui sont bonnes. Je vais juste dire un petit mot en complément de ce que monsieur a dit et votre question sur le gazoil, c'est qu'il faut quand même se rappeler qu'une voiture à gazoil, elle consomme 15% de moins qu'un modèle à essence. Et donc, elle rejette 15% de moins de CO2. Je voudrais simplement j'entends ce que vous venez de dire, parce qu'on nous l'a largement servi ce matin. Simplement, il y a une réalité sanitaire sur le diesel qui est absolument pas contestable et qui a un coût pour l'économie. En termes de macroéconomie, qui a un coût pour la sécurité sociale. Donc, simplement avoir cette vue sur une consommation propre à un véhicule me semble pas pertinente et me semble pas du tout conforme à la réalité du coût global. Parce que quand on analyse, et c'est le sujet précisément de notre commission, c'est le coût économique et financier, je me permets de le répéter parce que, pour que les choses soient très claires, le coût économique et financier de la pollution de l'air, et que quand on utilise un produit, pour ne citer que le diesel, dont on sait qu'il a des conséquences sanitaires pour la population, c'est un coût, que vous le vouliez ou non, c'est un coût pour la société, c'est un coût pour la sécurité sociale. Donc quelqu'un paie, donc le contribuable ici, et pas nécessairement le consommateur. Et ce que j'entends de ce que vous dites, c'est qu'en tout cas en ce qui concerne votre organisation, vous êtes simplement focalisé pour que les choses soient claires, parce que nous, on doit rendre un rapport et on veut être le plus juste et le plus précis possible pour avoir justement des marges de perfectionnement, si je puis dire, que l'industrie pétrolière, et vous me corrigez si vous n'êtes pas d'accord avec la synthèse de ce que j'ai compris de ce que vous m'avez dit, que l'industrie pétrolière, n'ayant pas comme cœur de métier les énergies renouvelables, c'est un sujet sur lequel vous ne travaillez pas. Nous sommes d'accord? Non. Voilà. Non, j'ai pas dit ça. Je crois que je vous ai dit d'emblée nos objectifs, parce que nous sommes des citoyens responsables aussi, un peu. On ne peut pas nous accuser de tous les maux. On veut contribuer à consommer moins, à consommer mieux, à diversifier les énergies. On est conscient qu'il faut éliminer le charbon et consommer sans doute plus de gaz pour fabriquer de l'électricité. L'ambiguïté qu'on a peut-être dans cette discussion, c'est que si vous partez d'un cas de base où on a éliminé tous les carburants pétroliers, je veux dire, je vous l'ai dit, les avions restent au sol, les bateaux restent dans les ports, les voitures restent au garage, parce qu'il y a un point qu'on n'a pas traité. On a traité des véhicules légers. Mais il y a un point essentiel, c'est le trafic routier, l'approvisionnement de tous nos supermarchés, l'approvisionnement des gens, leur vie de tous les jours. C'est quelque chose d'essentiel. Et pour l'instant, ce sont que des moteurs diesel, avec des améliorations considérables au niveau des émissions. J'ai toute une série de données. Mais n'oublions pas le challenge qui est en face de nous sur le transport routier. Très important sur l'économie française. Quand il y a une grève des routiers, moi j'en ai connu parce que je commence à être vieux, au cas où on n'est pas complètement déconnecté du monde réel, cher monsieur, j'ai bien conscience de ces réalités. Le sujet, encore une fois, est au risque de me répéter, et le sujet du coût économique et financier de la pollution de l'air. Donc il ne s'agit pas de renvoyer sur telle ou telle activité. Nous savons qu'il existe des contraintes, que nous sommes dans une logique de transition. La question que je me pose en vous écoutant, c'est aussi, vous êtes dans un tropisme d'une industrie toute particulière, avec des propositions, en tout cas si on pense par exemple à la voiture électrique, ça rechange complètement votre schéma commercial, si je puis dire, et votre business plan. Ben non, quand on imagine une voiture électrique, on ne va pas forcément la remplir avec du diesel. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle et que les schémas que vous proposez me semblent appartenir à un siècle passé.
et qu'aujourd'hui on doit réfléchir ensemble, et il me semble, compte tenu de la bonne performance des entreprises que vous représentez, que vous pouvez être un levier pour la société française, pour flécher justement des montants sur des recherches pour des énergies renouvelables, pour que la France reste compétitive dans le reste à l'avenir. Aujourd'hui, vous avez des leviers économiques extrêmement importants. Enfin, je vais pas revenir dessus, vous connaissez mieux que moi vos comptes. Vous êtes des entreprises, vous représentez quand même les entreprises françaises qui sont les mieux loties d'un point de vue économique. Et je me dis, en vous écoutant, si vous-même, vous n'êtes pas sensible à la transition énergétique, à réfléchir sur un véhicule de demain qui correspondrait qui soit beaucoup plus cohérent avec les développements durables, on peut être très inquiet sur l'avenir de nos industries en France, puisqu'encore une fois, essayons de faire collectivement de cet handicap qu'est la pollution de l'air une opportunité économique, et c'est pas vous que je vais le dire, une opportunité économique. Les emplois de demain, le développement durable et les technologies innovantes ont besoin ont besoin d'argent pour assurer des recherches et développements. Et si des entreprises comme les vôtres, qui ont de tels moyens, sont si peu sensibles à ces sujets, je suis très inquiète pour le reste. Voilà le sens de mon interrogation. Et ce n'était pas du tout un sujet à charge, c'est comment on réfléchit collectivement. Seulement, vous êtes, si je puis me permettre, enfermé dans votre schéma de représentants d'entreprises pétrolières en restant, c'est mon sujet. Nous, on pense qu'aux industries pétrolières et les énergies renouvelables, c'est pas notre sujet, c'est pas notre cœur de métier, donc on s'en occupe pas. Non, quand on est un représentant d'organisation d'industries aussi performantes qui ont autant d'argent et que vous êtes aussi l'émanation de la société française, vous devez aussi être des sociétés citoyennes qui devaient impulser une dynamique. Et encore une fois, contrairement à ce que vous dites, vous ne subissez pas les normes, vous êtes une force de lobby extraordinairement puissante, notamment dans notre pays, et pas seulement en Europe. Donc vous avez une capacité d'influence qui est importante, et il est important que vous saisissiez du sujet du développement simplement pour le devenir de nos emplois et de notre pays. Et je ne parle même pas de l'aspect sanitaire et du développement durable, puisque j'ai bien compris que ce n'était pas forcément votre sujet. Si vous le permettez, je vais faire quelques commentaires sur l'innovation. On a fait avec PSA un exercice pour une voiture à 2 litres au 100, je pense que vous l'avez vu passer il y a quelque temps. Donc ça, c'était de la recherche justement pour améliorer profondément les performances des véhicules. Et on n'a pas travaillé que sur les carburants, on a travaillé sur toute la voiture, sur les matériaux, tout. Et en matière de produits, on va dire, non conventionnels, comme l'électrique, le gaz ou l'hydrogène, c'est nos sujets de tous les jours. Je veux dire, moi, ça fait 12 ans que j'ai construit une station hydrogène en Allemagne. Ça fait quelques années qu'on a testé les bornes électriques. Bon, on ne sent pas que ce soit vraiment un marché pour nos clients, mais bon. Donc on regarde toutes ces choses-là. Mais c'est pas parce qu'on a un énorme chiffre d'affaires que je vais mettre 10 millions dans des stations tous les ans. Non, je n'ai pas besoin de mettre 10 Qu'on millions soit dans clair, les stations monsieur, hydrogène. mon propos concernait particulièrement l'Union française des industries pétrolières et par rapport aux commentaires, parce que j'ai noté de toute manière le chiffre que vous m'avez donné en ce qui concerne les énergies renouvelables et le fléchage. C'était simplement pour qu'on soit sûr, pour que le rapport soit le plus précis et le plus constructif possible. Donc, si je peux terminer. Donc, vous voyez, ces choses-là. Alors, le gaz, c'est un monde qui existe déjà. On en parle maintenant un peu plus en France à cause de la loi de transition énergétique ou même de la directive sur les infrastructures. Après, on peut mettre le biogaz à l'intérieur, mais le biogaz, pour nous, c'est comme les biocarburants. C'est une habitude qu'on a depuis 20 ans. Donc, ça fait pas partie. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait partie du panorama. Voilà. S'il y en a plus à mettre demain, ben, il y en aura plus, c'est tout. Mais après, on peut me prendre un expert essence, un expert diesel, un expert gaz, un expert électrique, un expert hydrogène, puis les mettre dans une salle, ils vont se battre pour savoir qui est-ce qui pollue le moins. Les uns en fonction de ce qu'ils émettent, les autres en fonction de ce qu'émet la source. Et donc on regarde toutes ces choses-là sans qu'on ait de choses préconçues en se disant non, ça ne va pas se développer parce que j'y crois pas, etc. Non, on regarde. Maintenant, on n'a pas non plus une vision des éléments qui dans notre vision permettent de dire ça je la vois bien, celle-là, l'hydrogène, je vais le faire en 2032. Non, je ne sais pas encore. Le gaz, on peut en faire. Il y a des gens qui s'y intéressent, il y a des clients qui réclament du gaz. Est-ce qu'on va y gagner beaucoup en matière de pollution? Querelle d'experts. Mais il y a un intérêt pour certains clients, donc pourquoi pas? Donc c'est des questions qu'on se pose. Mais on n'a pas de grands plans comme ça, déjà faits sur la comète en se disant, voilà, on sait exactement où on va être en 2040. Non, on se dit qu'on va avoir un peu tout dans notre panoplie. On ne pourra pas tout mettre partout parce que si on se met à mettre une installation gaz, une installation hydrogène, etc., il faut une place énorme. Donc il faudra qu'on soit sélectif et qu'on soit un peu astucieux pour se dire mais comment on va développer des filières nouvelles
Est-ce que les clients vont réagir pour les prendre? On ne sait pas encore ces choses-là. Les clients, ils sont très conservateurs. Il y a longtemps qu'on avait fait des expériences avec des pompes contenant des biocarburants et on interrogeait les gens qui se servaient à la pompe et on leur disait pourquoi vous n'avez pas pris vous êtes pour les biocarburants? Ah oui. Alors, regardez la pompe, elle est à côté de vous. Pourquoi elle n'est pas prise? Ah oui, c'est bien les biocarburants, mais ce n'est pas pour ma voiture parce que moi, ma voiture, vous comprenez, elle est vieille. Donc, il y a toujours ce réflexe-là. Les gens qui sont très volontaristes en disant oui, moi la voiture électrique, c'est un truc qui me branche, je vais le prendre. Ils sont 10% dans la population. C'est ceux, les early adopters. C'est pas avec eux qu'on va faire un plan de développement de quelque chose. C'est des gens qui vont changer après. Ils auront une voiture électrique, ils diront oh, non, je la garde pas. Une voiture hydrogène, hop, j'y vais. C'est pas comme ça qu'on arrive à faire des plans. Alors on n'est pas guidé par que la qualité de l'air, on est guidé par tout ce qui nous entoure et on subit aussi ce que subissent ces constructeurs, dont les normes sur le CO2. Parce que pourquoi on a encore beaucoup de diesel, comme on a évoqué? Eh bien, vous regardez bien comment sont construites les normes d'émissions de CO2. Elles sont faites pour les moteurs diesel. Il y a un facteur poids dans le calcul. Eh bien, le poids, les voitures diesel sont plus lourdes, eh bien, elles bénéficient de ce calcul. Voilà. On est toujours dans la technologie européenne. Il faut avoir un marché plus favorable. Eh bien, le marché plus favorable en Europe, c'est le marché du diesel. Écoutez, je vous remercie. On va rester sur une note positive. On a avancé depuis quelques années sur le sujet. On était assez monolithique en étant simplement sur le diesel. Donc là, on commence à entendre qu'il faut démultiplier et voir d'autres énergies. Je finirai sur une interrogation. Est-ce que vous croyez les uns et les autres aux véhicules électriques à proprement parler pour horizon 2050? Oui. Non, même avant, je vais vous dire, parce qu'il a un usage. Vous pouvez regarder, il y a un usage typique qui est réservé aux véhicules électriques, c'est la poste. S'il y a une société qui peut s'équiper de véhicules électriques, c'est la Poste. Elle a des missions définies, etc. Parfait. Vous pouvez regarder l'autre marché, il suffit de regarder Bolloré. Très bien vu, vous louez une voiture, la recharge est sur la place de parking. Vous avez donc loué un service. Deuxième raison pour que la voiture électrique se développe. Est-ce que ça peut toucher monsieur et madame tout le monde? Ça nous paraît difficile encore. Il y a un problème qu'on ne voit pas encore surgir, qui est celui de la recharge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se recharger. On a des batteries qui n'ont pas beaucoup de capacité, donc ce n'est pas très difficile de faire un plein. Parce que ça ne fait pas beaucoup d'électricité. Dites-vous que s'il faut 8 heures pour faire un plein d'une voiture d'aujourd'hui et que si demain on double la capacité de la batterie, il faudra 16 heures pour faire le plein la nuit. Ce n'est pas possible. Et donc on va avoir quelques problèmes de recharge. Et de recharge par le réseau. C'est-à-dire que l'appel de puissance, je ne sais pas si vous avez entendu ERDF, mais ils pourront vous expliquer pourquoi ce n'est pas si facile à gérer que ça. Donc ça peut se développer. Des usages bien particuliers, la Poste, Bolloré, peut-être d'autres usages comme ça. Mais atteindre monsieur tout le monde tout de suite, on n'y croit pas trop. On croit plus à des véhicules plus accessibles, comme les hybrides. Il y aura des hybrides pas chers, on le pense, d'ici quelques années. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, le moteur essence va reprendre le dessus parce qu'il est facilement électrifiable. Et puis peut-être qu'on aura des hybrides rechargeables. Voilà comment on voit un peu l'avenir se dessiner. Après, on peut parier sur la date de la mort du diesel. Je crois, vous avez une idée de la mort du diesel? Moi, j'en ai une, mais je me la garde. Nous serions très intéressés par la connaître. Je suis obligé de le dire. Oui. Ils auront beaucoup de mal après 2030. Après 2030. Oui. Si la Commission applique une des idées qu'elle avait émises, qui est la suivante, c'est qu'à partir de 2030, ne peuvent rouler en ville que la moitié des véhicules ne peut rouler en ville que si elle n'a pas de moteur thermique. Donc, si vous dites ça, si vous confirmez qu'en 2030, il y aurait des restrictions aux entrées de voitures thermiques en ville, vous allez forcément orienter les gens vers de l'électrification. Vu la pertinence de votre propos, je vous laisserai le mot de la fin. C'est une très belle conclusion pour notre commission d'enquête et on saura s'en inspirer pour le rapport. Je vous remercie.